Si je devais résumer la tactique de Marlborough, je dirais que c'est un très mauvais médecin. Et là, ça fait mal? Non, ça va. Et là? Non, non, tout va bien. Et là? Ah! Ok. Aujourd'hui, nous allons parler du changement d'aile, une manœuvre tactique importante qui dépend de votre capacité manœuvrière et de votre capacité à brouiller les pistes. Et parfois de l'incompétence de l'adversaire. Pour l'illustrer, nous allons prendre la bataille de Ramillies, qui a eu lieu en 1706 et qui a opposé une armée franco-bavaroise à une armée coalisée composée d'Anglais, de Néerlandais, de Danois et d'Allemands. Nous sommes en pleine guerre de succession d'Espagne. Après la défaite de Blenheim en 1704, les Français sont en très mauvaise posture au nord, aux Pays-Bas espagnols et en Allemagne. La Bavière perd pied et est envahie. Heureusement pour Louis XIV, les Français tiennent bien en Espagne et en Italie. Ils cherchent une paix acceptable et, en reprenant la main sur le Rhin, ils tentent une attaque vers les Flandres. Cette guerre, dure et coûteuse, a commencé à cause de la mort du roi d'Espagne Charles II sans descendant. Louis XIV considère que le duc d'Anjou, de sa famille des Bourbons, devrait récupérer le trône, tandis que la famille habsbourgeoise d'Autriche clame aussi ses droits. Mais voyant le camp français prendre la main, Anglais et Néerlandais forment une coalition avec l'Autriche habsbourgeoise pour éviter une toute-puissante alliance franco-espagnole du fait de l'équilibre des puissances. Je ne vais pas m'étendre sur cette guerre, elle aura le droit à sa propre vidéo. Mais retenez que Louis XIV espère pouvoir mettre la main sur la couronne d'Espagne et ainsi s'ouvrir l'océan Atlantique et l'Amérique du Sud, tout en se donnant une bonne position en Europe. Ce qu'Anglais et Néerlandais ne peuvent pas laisser faire. Du coup, c'est une guerre entre quatre peuples pour le destin d'un cinquième peuple qui n'a bien entendu pas son mot à dire. Bref, en 1706, la guerre étant mal engagée, les Français envoient une armée de 60 000 hommes sous le commandement de Villeroy dans les Flandres, histoire de forcer des négociations. Mais face à cette armée, un certain duc de Marlborough se dresse avec 60 000 hommes également. Et Marlborough, c'est un peu la bête noire des Français. Si le conflit prend cette tournure, c'est de sa faute et de celle d'Eugène de Savoie. Grand planificateur, excellent tacticien, très à cheval sur la logistique, il a une armée qui ne manque de rien et qui manœuvre très bien pour l'époque. Il est considéré comme l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand général de l'histoire britannique. C'est pas un génie créatif qui renverse tout à la Napoléon ou Hannibal. C'est plus quelqu'un qui est arrivé au bout et au meilleur de l'art de la guerre de son époque. Cet art de la guerre s'est vraiment stabilisé sous le règne de Louis XIV. La disparition des piques, la professionnalisation et la mise en place de levées ou encore la stabilisation de l'organisation militaire et des officiers ont figé une approche très commentée de la tactique. En gros, l'infanterie tient le centre et est organisée sur deux lignes, On reviendra sur l'intérêt d'avoir plusieurs lignes indépendantes. et les ailes sont laissées à la cavalerie. En général, c'est la quantité d'hommes qui impose la taille du front, étant donné qu'on veut maximiser la puissance de feu. Mais cette application à outrance de l'ordre mince rend difficile communication et manœuvre. C'est donc à l'artillerie de renforcer les points clés. On dissémine les canons par batterie, histoire de créer une colonne vertébrale à l'infanterie. Mais j'en dis pas plus, on aura largement le temps de revenir sur l'art de la guerre au début du XVIIIe siècle. Venons-en à la bataille, voulez-vous? Si les deux armées n'avaient pas vraiment prévu de se trouver mutuellement à Ramillies, elles se déploient en une nuit pour s'organiser sur un front de 6 km, de Taviers au sud à Autre-Église, en passant par Ramillies et Aufus. Le déploiement est classique, et les Français sont avantagés en tenant les hauteurs derrière une rivière. Mais l'obligation tactique pour Villeroy de tenir Autre-Église et Taviers étire son centre, et Marlborough y pressent une faiblesse. En effet, il remarque que l'aile française est légèrement isolée, et qu'une attaque contre un centre français concave lui permettra d'avoir une poussée plus compacte. Faites-vous l'image d'un poing fermé contre une main ouverte. Ouais, le poing gagne. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Il faut savoir que Marlborough a sa petite méthode tactique pour prendre le dessus. Il lance des attaques tests pour remarquer où serait la faiblesse du front ennemi, puis il concentre ses forces. Il commence au nord et remarque très vite qu'il ne pourra pas passer. Dans le même temps, au sud, il remarque une faiblesse avec une défense française de Tavier très fébrile. Le centre, quant à lui, engage un bras de fer lent. Et là, Marlborough fait preuve d'une grande capacité de communication. Il force ses troupes au nord à retenir leurs assauts pour jouer la montre, ce qui va lui permettre de tenter une manœuvre de changement d'aile. Dégarnir un côté pour renforcer l'attaque de l'autre. Ça demande d'être discret. Il fait laisser les étendards à sa cavalerie au nord qui s'en va renforcer le sud. Ironiquement, Villeroy croit le danger venir du nord et y envoie sa réserve et dégarnit même un peu sa droite. Franchement, on peut pas lui en vouloir. Son front est trop long, ce qui rend sa communication extrêmement difficile, du coup il pallie aux problèmes qu'il arrive à voir. Bref, le combat dans le sud est très difficile, mais l'arrivée des renforts de l'aile droite de Marlborough crée le bon surnombre. Le front est percé à Ramilly, où l'aile française finit par être prise en tenaille. Et là, les troupes françaises sont mal. Le centre anglais tient bon, tandis que Villeroy n'ose pas engager son aile gauche, fixant ainsi inutilement des troupes. La cavalerie alliée peut alors commencer le fauchage du centre français. Villeroy tente un redéploiement vers le sud, mais trop tard, et dans une trop grande confusion. Ses troupes commencent à s'enfuir et c'est bientôt la débâcle. La défaite est telle que les Alliés vont pouvoir se permettre de mener une poursuite sur 12 km jusqu'à dissoudre l'armée française. On estime que la moitié des troupes y sont passées ou ont été capturées, pour à peine moins de 5000 pertes du côté de Marlborough. Et les conséquences stratégiques sont énormes. Presque tous les Pays-Bas espagnols passent aux mains des Anglais, dont Bruxelles. L'armée française est brisée et démoralisée, le nord est ouvert et la France pourrait même être envahie. Et une défaite à Turin en Italie vient même perturber les Français sur leur meilleur front. La France est exposée et les Alliés pensent pouvoir imposer une paix très dure à Louis XIV sous peu. Les carottes sont-elles cuites? Vous savez quoi? Je vais vous dire à suivre. La prochaine vidéo répondra. En attendant, Marlborough confirme ses énormes capacités. Il a su faire obéir son aile droite, repérer la faiblesse de son adversaire, manœuvrer discrètement et exploiter son avantage tactique puis stratégique. Un vrai chef. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.